Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du pragmatisme de William James. James est un philosophe et psychologue américain de la deuxième moitié du 19e et du début du 20e siècle, et il est l'un des représentants de cette école philosophique qu'on appelle le pragmatisme, les deux autres principaux représentants de cette école étant Charles Sanders Peirce et John Dewey. Si je fais cette précision, c'est parce qu'il existe des désaccords, il existe des dissensions entre ces trois théoriciens du pragmatisme. Et aujourd'hui, on va s'intéresser spécifiquement au pragmatisme tel que théorisé par William James. Et si j'ai fait ce choix, c'est parce que James nous a proposé une présentation de cette école philosophique, une présentation destinée au grand public, à travers son livre principal qui est un recueil de 8 conférences, et qui s'intitule précisément « Le pragmatisme ». Alors avant de commencer, je dois vous dire quelque chose. Ce que vous allez entendre dans cet audio va vous paraître très étrange. Et quand je dis que ça va vous paraître étrange, je ne veux pas dire par là que vous n'allez pas comprendre. Je veux dire par là que ça va vous paraître extrêmement éloigné de ce que vous avez l'habitude d'entendre en philosophie. Il est fort possible que vous ressortiez de cet audio avec l'impression que ce dont on aura parlé n'était pas de la philosophie. Parce que le propre du pragmatisme, c'est justement de remettre en cause radicalement les fondements intellectuels, les fondements conceptuels sur lesquels on a coutume de bâtir une pensée philosophique. Et d'ailleurs, James le précise dès le début de son ouvrage, dans sa première leçon sur le pragmatisme, il nous dit que le pragmatisme ne désigne pas tant un système de pensée philosophique, ne désigne pas tant une doctrine. Le pragmatisme désigne une attitude. Si vous préférez, le pragmatisme ne vous dit pas ce que vous devez penser. Le pragmatisme ne vous indique pas la vérité. Le pragmatisme vous indique comment il vous est possible de vous comporter intellectuellement face à un problème. Et ce qui définit le pragmatisme, le seul et unique critère d'appréciation que le pragmatisme reconnaît comme valable, c'est celui des implications pratiques de nos idées. Autrement dit, pour le pragmatisme, ce qui fait la valeur d'une idée n'est pas son contenu, ce qui fait la valeur d'une idée, ce sont ses implications pratiques. Et donc pour les pragmatistes, une idée n'a pas de réalité autonome, elle est toujours liée aux conséquences pratiques qu'elle engendre. Donc c'est ça finalement l'étrangeté du courant pragmatiste, c'est ce déplacement du critère d'évaluation d'une idée. Le pragmatisme ne se préoccupe pas de la vérité d'une idée, et on se penchera tout à l'heure sur cette question de la vérité du point de vue pragmatiste. Le pragmatisme se préoccupe uniquement de la valeur pratique d'une idée. Alors évidemment, en vous disant ça, j'ai bien conscience qu'une partie d'entre vous va bondir de son siège en se disant « mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette philosophie qui évalue une idée par rapport à ses conséquences pratiques ? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Parce que si on va au bout de ce raisonnement, ça veut dire qu'une chose est vraie à partir du moment où elle a des conséquences avantageuses. Donc finalement, c'est la réduction de la pensée à l'intérêt. Et ça, c'est la négation même de l'esprit philosophique. L'esprit philosophique qui, depuis Socrate, nous enseigne que la recherche de la vérité doit être totalement désintéressée. Et que la vérité, elle est bonne en soi. Elle est bonne parce qu'elle est la vérité. Et non pas parce qu'elle engendre des conséquences favorables. Le combat de Socrate contre les sophistes, c'était précisément le combat contre la philosophie considérée comme un instrument. Un instrument du pouvoir, un instrument de la persuasion, un instrument de l'intérêt. La philosophie n'a-t-elle pas une mission plus noble ? La philosophie n'a-t-elle pas vocation à se détacher des intérêts matériels ? Qu'est-ce que c'est que ce pragmatisme qui nous dit que la valeur d'une idée est liée à ses conséquences pratiques ? Et puis surtout, cette conception de la philosophie, elle ouvre sur le relativisme le plus total. Parce que si la valeur d'une idée se mesure à ses conséquences pratiques, bien qui décide que la conséquence pratique est positive ou négative ? Qui décide qu'une idée a un intérêt pratique ou pas ? L'évaluation des conséquences pratiques d'une idée va toujours dépendre d'un point de vue, va toujours dépendre d'un certain critère. Et par définition, un critère est toujours arbitraire. Dire qu'une idée n'a de valeur que par rapport à ses conséquences pratiques, est-ce que ce n'est pas renoncer à toute espèce de vérité? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. Ce que nous dit William James, c'est que si deux idées n'entraînent pas de différence dans la pratique,
alors elles sont en réalité équivalentes. Et la réciproque de cette proposition, c'est que si deux idées identiques conduisent à des conséquences pratiques différentes, alors elles ne sont pas identiques. Retenez bien ça. Pour le pragmatisme, si deux propositions n'entraînent aucune différence dans la pratique, alors elles sont équivalentes. Et pour vous aider à bien comprendre cette idée, je vais vous lire un passage de la première leçon de William James dans son livre Le pragmatisme. Je cite : « La méthode pragmatique est avant tout une méthode de résolution des débats métaphysiques qui, sans cela, seraient interminables. Le monde est-il un ou multiple ? Est-il soumis à la fatalité ou bien est-il libre ? Est-il matériel ou spirituel ? Chacune de ces notions est plus ou moins valable pour rendre compte de l'univers et donne lieu à des discussions interminables. En l'occurrence, la méthode pragmatique vise à interpréter chaque notion en fonction de ses conséquences pratiques. Quelle différence y aurait-il en pratique si telle notion plutôt que telle autre était vraie ? Si aucune différence pratique n'apparaît, c'est que les deux notions sont pratiquement équivalentes et que la discussion est vaine. Il ne saurait y avoir de différence qui ne fasse de différence autre part. La philosophie ne devrait avoir pour unique fonction que de déterminer précisément quelle différence cela fera pour vous ou pour moi, à tel et tel moment de notre vie, si l'on tient pour vrai telle formule de l'univers plutôt que telle autre. Alors comme je sais que vous serez nombreux à froncer les sourcils face à cette conception pragmatiste de la philosophie, je vais tout de suite vous donner un exemple très concret. Imaginons deux personnes qui affirment toutes les deux croire dans l'existence de Dieu. Donc la première personne affirme « Dieu existe » et la deuxième personne affirme également « Dieu existe ». Si on s'en tient à une approche philosophique classique, on dira que ces deux propositions sont équivalentes. Mais un pragmatiste voudra aller plus loin. Il voudra comprendre quelles sont les implications pratiques pour chacune des deux personnes de leur croyance en Dieu. Et donc il demandera à la première personne « Qu'est-ce qu'implique dans les faits ta croyance en Dieu ? Qu'est-ce que le fait de croire en l'existence de Dieu a comme conséquence pratique ?» À ce moment-là, la personne lui répondra « Bien pour moi, ça signifie qu'il existe au-dessus du monde terrestre un être tout-puissant et omniscient qui nous prescrit d'agir d'une certaine manière, qui nous commande de faire le bien et qui nous jugera à notre mort. Autrement dit, ma croyance en l'existence de Dieu a pour conséquence pratique que je dois suivre la voie du bien. Maintenant, imaginons que la deuxième personne nous dise « Dieu existe, mais pour moi, Dieu ne nous juge pas. Dieu a créé l'univers, mais Dieu ne nous prescrit rien en termes d'action. C'est la vision déiste de Dieu conçue comme grand architecte. Cette idée d'une force créatrice et organisatrice de l'univers, mais qui n'a pas vocation à nous dire ce qu'est le bien ou ce qu'est le mal. Selon cette conception de Dieu, les cultes religieux, les rituels religieux, sont des inventions humaines qui n'émanent pas directement de la volonté divine. D'ailleurs, les déistes se montrent généralement assez critiques envers les religions, qu'ils considèrent davantage comme des systèmes politiques que comme des médiations vers l'être suprême. Donc sans aller plus loin dans le détail de cette conception, je pense que vous aurez compris l'idée, c'est de dire que la proposition « Dieu existe » ne nous dit rien tant qu'on n'en a pas développé les conséquences dans la pratique. Affirmer notre croyance en Dieu ne nous apprend rien tant que l'on n'a pas explicité ce qu'impliquait concrètement notre croyance en Dieu. Pour James, une proposition est non pertinente quand elle ne permet pas de comprendre ce que l'on veut dire par là. Quand on dit que Dieu existe, qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Qu'est-ce que ça implique ? Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Et c'est ça l'attitude du pragmatiste face à n'importe quel énoncé. C'est qu'une fois que l'énoncé a été formulé, le pragmatiste répond « Et donc, quelle différence ça fait dans la pratique ?» Et si deux propositions différentes n'induisent aucune différence dans la pratique, si on est incapable de répondre à cette question « Quelle différence ça fait ?», alors ça signifie que les deux propositions sont équivalentes. Ça signifie qu'il n'y a pas lieu de débattre et de se disputer autour de deux propositions qui n'impliquent aucune différence. Deux idées différentes doivent conduire à des conséquences différentes.
Et si ce n'est pas le cas, alors elles ne sont pas différentes. Et donc ça, pour le pragmatiste, c'est extrêmement important. C'est même totalement crucial. Parce que ça permet de résoudre un débat qui ne pourrait pas être résolu si on se limitait simplement à l'énoncé des deux propositions. Deux personnes peuvent affirmer que Dieu existe et se trouver davantage en désaccord qu'une personne qui affirmerait que Dieu existe vis-à-vis d'une autre qui affirmerait que Dieu n'existe pas. Vous comprenez? Si le fait que deux personnes affirment que Dieu existe, mais que cette affirmation n'entraîne pas les mêmes conséquences dans la pratique, et à ce moment-là, il devient totalement illégitime de dire qu'elles pensent la même chose. Il devient totalement illégitime de dire que leur pensée est la même. Leur pensée n'est pas la même puisque leur pensée n'implique pas les mêmes conséquences. Et donc si on admet l'idée que les mêmes causes produisent les mêmes effets, si on n'obtient pas les mêmes effets, c'est qu'on n'avait pas les mêmes causes. Si on n'a pas les mêmes conséquences dans la pratique, c'est que l'idée n'était pas la même. Parce que maintenant, imaginons une personne qui dirait « Dieu existe, mais Dieu ne me demande rien. Dieu ne me prescrit pas d'agir de telle ou telle manière. » Eh bien, qu'est-ce qui va distinguer cette croyance ? Qu'est-ce qui va distinguer cette idée de l'idée selon laquelle Dieu n'existe pas? Quelles différences dans la pratique vont entraîner ces deux propositions différentes? Bien, la réponse de James est toute trouvée. Si deux idées n'entraînent aucune différence dans la pratique, alors elles sont équivalentes. Autrement dit, il est possible d'affirmer que la croyance en Dieu et la non-croyance en Dieu, que le déisme et l'athéisme, sont en réalité deux idées équivalentes. Alors là, je sais que certains d'entre vous ne vont pas être contents. Ils vont pas être contents parce qu'ils vont dire « Mais enfin, c'est absurde ! Quel culot faut-il avoir pour affirmer que le déisme et l'athéisme seraient en fait deux idées équivalentes ? Mais ça n'a pas de sens. » Eh bien, ça n'a pas de sens pour peu qu'on arrive à dégager une différence dans la pratique. Parce qu'aussi longtemps qu'on ne trouvera aucune différence dans la pratique, bien effectivement, il paraît difficile de démontrer que ces deux idées sont différentes. Alors évidemment, dire qu'il n'y a aucune différence dans la pratique entre deux idées différentes, ça reste à prouver. Ce que je veux dire, c'est que, pour reprendre l'exemple du déiste et de l'athée, il est tout à fait possible de trouver des différences dans la pratique. Par exemple, il est possible que la croyance en Dieu du déiste le conduise à une certaine forme d'optimisme, en se disant qu'après tout, même si Dieu ne nous prescrit rien, sa présence nous rassure, sa présence nous réconforte. Se dire que Dieu existe et qu'il est le créateur de notre univers, ça répond aussi à la question de notre origine. Et en répondant ainsi à la question de notre origine, cela apaise l'une de nos angoisses. L'angoisse de l'ignorance, l'angoisse du non-sens. Croire en Dieu, ça donne du sens. Donc vous voyez, lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de différence dans la pratique, en réalité, on trouve toujours des différences. Et ce que nous disent les pragmatistes, c'est que ce sont précisément ces différences qui doivent être prises en compte lorsqu'on évalue et lorsqu'on se positionne en faveur d'une idée. Une idée n'a pas de valeur de par sa formulation, elle n'a pas de valeur en tant qu'entité abstraite indépendante du monde matériel. La valeur d'une idée est toujours fonction de ses conséquences dans la pratique. Alors avant d'aller plus loin et d'expliciter la conception qu'ont les pragmatistes de l'idée, j'aimerais tenter de vous expliquer en quoi la conception pragmatiste de William James apparaît comme profondément originale, et j'oserais même dire comme révolutionnaire, dans l'histoire des idées et dans l'histoire de la philosophie. Dans son livre Le pragmatisme, James part du constat qu'il existe deux tendances au sein de l'histoire de la philosophie, deux tendances qui se sont affrontées et que le pragmatisme prétend réconcilier. Ces deux tendances, c'est le rationalisme et l'empirisme. Donc là, il faut que je rappelle rapidement ce qu'on appelle le rationalisme et l'empirisme. Le rationalisme, c'est la conception philosophique qui place au-dessus de tout l'existence de principes immuables, des principes immuables dont la réalité matérielle ne serait que la traduction. Autrement dit, pour le rationaliste, la réalité matérielle n'a pas d'existence propre, elle n'a pas d'autonomie ontologique, elle est le produit de lois transcendantes qui trônent au-dessus du monde. C'est la vision qu'on trouve chez Descartes.
Descartes qui, dans son discours de la méthode, nous enjoint de nous défier et de nous méfier de nos perceptions. Pour Descartes, on n'accède pas à la vérité par l'observation du monde sensible, on n'accède pas à la vérité par l'expérience et la sensation, on accède à la vérité par la raison. Une raison seule capable de nous faire accéder aux vérités immuables. À l'inverse, l'empirisme, c'est la conception philosophique qui fait de la matière notre seule source de connaissance possible. L'empirisme, c'est l'attitude qui consiste à fonder la connaissance sur l'observation des faits. Et d'ailleurs, nos méthodes scientifiques actuelles sont très largement inspirées de l'empirisme, c'est-à-dire de l'idée que c'est l'expérimentation qui peut nous permettre de déduire les lois qui gouvernent notre monde physique. Donc, pour schématiser, le rationaliste part des principes pour descendre vers les faits, il part du général pour descendre vers le particulier, tandis que l'empiriste part des faits pour remonter vers les principes. Il part des cas particuliers pour remonter vers la généralité. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que James identifie ces deux conceptions du monde, ces deux superpuissances conceptuelles qui se sont affrontées tout au long de l'histoire, à deux tempéraments. Pour lui, le rationalisme et l'empirisme désignent d'abord des tempéraments. Et par tempérament, il faut entendre sensibilité. Il faut entendre deux modes de perception du monde. Des modes de perception parfaitement indépendants de leur validité objective. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que pour James, une conception du monde n'a rien à voir avec sa validité objective, elle a toujours des ramifications dans le tempérament. Pour le dire autrement, notre tempérament n'est pas le résultat de notre pensée, c'est notre pensée qui est le résultat de notre tempérament. Nous avons les idées de notre sensibilité. C'est ça que nous dit James. Nous avons les idées de notre sensibilité. Et donc pour James, ce qui caractérise le tempérament rationaliste, c'est l'admiration pour l'idéal. L'idéal, c'est-à-dire le pur, ce qui n'est pas souillé par la matière, ce qui est éternel. Alors que ce qui va caractériser le tempérament empiriste, c'est une forme de pessimisme et de désenchantement, ce que James appelle un tempérament endurci. L'empiriste, c'est celui qui ne se fait pas d'illusions sur le monde. C'est celui qui s'en tient à la stricte matérialité du monde et qui ne va pas chercher au-delà du monde un principe unificateur. Là où le rationaliste est très attaché au principe unificateur. D'ailleurs, James le formule ainsi. Il dit que le rationaliste est un moniste, c'est-à-dire quelqu'un qui est à la recherche de l'unité fondamentale, l'unité originelle, là où l'empiriste est un pluraliste, c'est-à-dire quelqu'un qui va considérer les parties avant le tout. Pour l'empiriste, ce sont les parties qui constituent le tout, alors que pour le rationaliste, c'est le tout qui est à l'origine des parties. Donc vous voyez qu'on a bien affaire à deux conceptions du monde différentes, qui selon James sont les conséquences de deux sensibilités. Il se trouve que James étant psychologue, il n'est pas étonnant que pour lui, une conception philosophique soit d'abord une affaire psychologique. Une conception philosophique, c'est une production de l'esprit. Et donc la conclusion qu'en tire James, c'est qu'une vérité est toujours partie prenante d'un contexte matériel. Donc une vérité n'est jamais un absolu. Et même si vous estimez qu'il existe des vérités qui sont au-delà de tout contexte, au-delà de toute circonstance, bien James vous répondra que ce n'est pas vrai. Et que ce qu'on appelle des vérités absolues, des vérités transcendantes et universelles, sont toujours des vérités du point de vue de l'esprit qui les formule. Sont toujours des vérités du point de vue des conditions humaines de leur production. Affirmer que la Terre tourne autour du Soleil, ce n'est pas une vérité universelle. Non pas au sens où ce serait faux, bien sûr que la Terre tourne autour du Soleil, mais c'est contextuel dans la mesure où ça n'a pas toujours été le cas. Au moment du Big Bang, la Terre ne tournait pas autour du Soleil, par définition. Et alors là, vous allez me dire, oui, mais là, on chipote. Non, on chipote pas. On désabsolutise le concept de vérité. On ramène le concept de vérité à ses conditions humaines de production. Et en faisant ça, on montre et on illustre le fait que toute idée est tributaire d'un contexte d'énonciation. Et d'ailleurs, vous aurez remarqué que quand on dit « la Terre tourne autour du Soleil », on emploie ce qu'on appelle le présent de vérité générale. Et c'est amusant qu'on ait besoin de préciser vérité générale,
Parce que, par définition, une vérité est supposée être générale. Donc parler de vérité générale, c'est commettre un pléonasme. Eh bien pour William James, une vérité générale, ce n'est pas une vérité absolue. Parce qu'une vérité absolue nous est par définition inaccessible. Elle nous est inaccessible parce que nous ne sommes pas des êtres absolus. Nous ne sommes pas des êtres qui ont la capacité de se hisser à l'absolu. Nous sommes des êtres soumis à des contraintes matérielles, à des contraintes naturelles, et donc à des contraintes intellectuelles et cognitives qui sont directement liées à ces contraintes matérielles. L'esprit humain est matériellement contraint. Et parce qu'il est matériellement contraint, toute prétention à une quelconque vérité absolue est une prétention à laquelle il est incapable de satisfaire. Et d'ailleurs, une bonne manière de mettre en évidence le fait que toute prétention à la vérité absolue relève du mythe et de l'illusion, c'est le simple fait que toute vérité se formule dans un langage. Toute vérité passe par le prisme d'un langage. Or, le langage est bien une création humaine. Le langage est une création culturelle, c'est un artefact qui est lié à un contexte et à des conditions matérielles d'apparition, et qui à ce titre ne peut pas prétendre nous mettre en contact avec l'absolu. Selon James, toute prétention humaine à l'absolu est vaine. Et parce qu'elle est vaine, il faut ramener l'idée à sa réalité matérielle, à ce qu'elle est fondamentalement une croyance. Pour les pragmatistes, toute idée est une croyance. Ici, on se rapproche de ce qu'on avait vu chez Bergson sur le rôle fonctionnel de la pensée. Le rôle fonctionnel de la pensée, ça consiste à dire que la pensée n'est qu'une manière de découper la réalité, une manière de concevoir la réalité à travers une grille de lecture pour pouvoir mieux la maîtriser et ainsi agir en conséquence. Bergson nous disait « Les idées sont des étiquettes qu'on colle sur les choses, mais les idées ne sont pas la réalité. Les idées sont notre représentation de la réalité. » Et de la même façon que les mots sont une convention entre les êtres humains pour communiquer à propos de la réalité, les idées sont des conventions intellectuelles qui permettent de se représenter le monde pour mieux agir. Pour le pragmatisme, la finalité d'une idée, la raison d'être d'une idée, c'est l'action. Donc pour bien comprendre la pensée pragmatiste, il est indispensable de comprendre la définition pragmatiste de la vérité. Une vérité est une idée qui fonctionne dans la pratique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une vérité, c'est l'énoncé d'une relation fonctionnelle qui permet d'unifier les faits pratiques. Et c'est ce qui conduit James à affirmer cette chose absolument scandaleuse d'un point de vue philosophique, qui est qu'une idée est vraie quand elle est bonne. Bonne pour quoi ? Bonne pour l'action. Bonne pour l'adaptation à la réalité. Parce que toutes nos idées tirent leur origine d'un contexte matériel et d'un rapport à la réalité matérielle, ça signifie qu'une idée est vraie quand elle est pratiquement valable. Une idée est vraie quand elle fonctionne. Et c'est ce qui conduit James à dire que la vérité d'une idée n'est pas quelque chose que l'on peut établir de manière définitive. Une chose n'est pas vraie une fois pour toutes. Elle est vraie dans la mesure où elle supporte le test de la vérification pratique. Une vérité n'est jamais immuable, une vérité est toujours liée à un contexte d'énonciation particulier, et donc une idée reste vraie dans la mesure où elle se vérifie dans nos actions. Donc vous voyez que pour les pragmatistes, une idée n'est jamais vraie de manière absolue. Elle n'est vraie que dans le contexte local de sa vérification. Et parce que le réel est mouvant, parce que le réel est changeant, bien la conclusion, c'est qu'il ne faut pas hésiter à remplacer une croyance par une autre lorsque notre croyance ne se vérifie plus. Lorsque notre croyance ne passe plus le test de la vérification pratique. Et d'ailleurs, vous aurez remarqué que dans notre vie de tous les jours, c'est souvent lorsque nos croyances se heurtent à des murs, c'est souvent lorsque nos croyances sont contredites par la réalité, contredites par les faits, que l'on est poussé à s'en défaire. Mais tant que nos croyances fonctionnent, tant que nos croyances nous permettent de bien vivre, de vivre sans subir la réponse contradictoire du réel, bien à ce moment-là, on n'a aucune raison d'en changer. On n'a aucune raison de remplacer une croyance par une autre tant que notre croyance n'a pas subi la pression contradictoire des faits. Le principe même de la remise en cause, de la remise en question d'une de nos croyances, c'est le fait qu'une de nos croyances nous a conduit à un problème, nous a conduit à une contradiction,
nous a conduit à un échec. C'est seulement quand on constate l'échec de l'une de nos croyances à fonctionner dans la pratique que l'on est amené à remettre en cause cette croyance. Alors, pas systématiquement. On peut s'obstiner dans une croyance qui ne fonctionne pas. Ça s'appelle l'entêtement. Et James explique justement très précisément en quoi nous passons tout notre temps à composer avec nos croyances. Parce qu'à chaque fois que l'une de nos croyances est réfutée par l'expérience, c'est tout l'édifice de nos vérités individuelles qui menace de s'effondrer. Donc la tentation est grande de préserver l'équilibre général de l'édifice en fermant les yeux sur nos croyances non fonctionnelles. Dès lors qu'une expérience compromet la stabilité de notre système intellectuel, notre réflexe premier, c'est de rejeter cette expérience. C'est de la nier, c'est de fermer les yeux, parce qu'alors on se sent menacé. On se sent en danger. Il ne faut pas sous-estimer notre besoin de cohérence intellectuelle. Parce que dès lors qu'on prend conscience d'une contradiction au sein de nos croyances, c'est comme si une fissure apparaissait. Et ça, psychologiquement, c'est très difficile à supporter. Le besoin d'unité et de cohérence intellectuelle est fondamental dans l'équilibre psychique. Et c'est très difficile de supporter l'incohérence. C'est très difficile de supporter la dissonance. Sur la question de la valeur fonctionnelle de nos croyances, je vais vous lire un passage de la 6e leçon de William James qui porte sur la conception pragmatiste de la vérité. Je cite : « En premier lieu et selon le sens commun, la vérité d'un état mental désigne cette fonction qui consiste à nous guider de manière valable. Lorsqu'un moment de notre expérience, quel qu'il soit, nous inspire une pensée vraie, cela signifie que, tôt ou tard, guidés par elle, nous plongeons à nouveau dans les faits de l'expérience pour établir avec eux des relations profitables. Malheur à celui dont les croyances ne tiennent pas compte de l'ordre dans lequel les réalités de son expérience se succèdent. Elles ne le mèneront nulle part ou l'induiront en erreur. » Donc l'idée qui est ici développée, c'est que la vérité désigne essentiellement ce processus par lequel une croyance se vérifie dans notre expérience. Et parce que nous avons tendance à absolutiser nos croyances, autrement dit parce que nous avons tendance à spontanément identifier nos croyances à la vérité, il nous est parfois très difficile d'accepter que notre croyance n'était que notre croyance. Et c'est finalement notre penchant rationaliste, c'est-à-dire notre penchant à préférer les vérités immuables et définitives, qui rend particulièrement difficile psychologiquement le constat de l'échec de nos croyances. Il est d'autant plus difficile d'abandonner une croyance que l'on a la conviction que cette croyance est la vérité. Donc on peut s'obstiner dans une croyance qui ne fonctionne pas, une croyance démentie par notre expérience, mais on ne pourra jamais faire en sorte que la réalité nous donne raison quand elle nous a donné tort. Et si la réalité bouscule nos croyances, si la réalité met à l'épreuve nos croyances, voire les anéantit, il devient alors nécessaire de les abandonner. Car, comme tout ce qui existe sur Terre, elles auront fait leur temps. La particularité du pragmatisme, c'est d'intégrer cette dimension psychologique de notre rapport à la vérité. C'est d'intégrer le fait que nos croyances sont bien souvent pour nous un moyen de maintenir la cohésion générale de notre système de pensée. Et que lorsqu'une pièce du puzzle ne s'insère pas avec les autres, autrement dit, lorsqu'une idée issue d'une nouvelle expérience ne s'intègre pas dans le puzzle de nos croyances, lorsqu'une croyance se heurte au démenti de l'expérience, bien on ne va pas accueillir cette nouvelle croyance, on ne va pas accueillir la vérité de cette expérience nouvelle, on va détourner le regard. On va faire comme si on ne l'avait pas vu. Sartre disait bien que si le garçon de café réfléchit à sa condition, et s'il s'aperçoit qu'à tout moment, il peut jeter son tablier pour vivre l'expérience de la liberté radicale, cette idée va l'angoisser. Parce que cette idée menace l'équilibre général de ses croyances. Elle menace son système d'auto-représentation. Elle menace son image de lui-même. Si la conception pragmatiste de la vérité nous dérange, c'est parce qu'elle va à l'encontre de notre tendance à vouloir tout systématiser, à vouloir tout unifier et à vouloir contempler le tableau cohérent et homogène de nos idées. Or, nos idées ne sont pas un tableau cohérent. Nos idées sont un magma,
Et si nous refusons cette perspective, si nous refusons qu'il y ait des irrégularités dans le puzzle de nos idées, nous nous condamnons à la souffrance. Si le but de la pensée, c'est de comprendre le monde pour s'y adapter, et si le monde évolue sans cesse, alors nos idées également évolueront sans cesse. Est-ce que pour autant cela fait de nous des esprits inachevés? Oui, nous sommes tous des esprits inachevés. Et c'est pour cette raison que nous sommes capables d'évoluer, d'apprendre, de devenir meilleurs. Je vous remercie.